Bonjour, enfin bonsoir, 20h, ouais, 20h03, bonsoir. Vous avez faim ou pas? Ah bah c'est dommage pour vous, vous allez devoir vous faire tout mon talk, hein. Vous êtes foutus. Je vais déjà commencer à me présenter et à reculer un petit peu ce truc-là. Ah ouais, là, je suis mieux. Donc du coup, Ouais, j'ai mis plein d'animations, vous allez voir, c'est fabuleux, c'est trop trop bien. Donc je suis Amu ou Flo ou Florian ou ce que vous voulez, je m'en fous maintenant. Je suis senior back-end engineer à Equino depuis 8 mois maintenant, 9, hein. 9. Ouais. Un beau bébé, hein. Du coup, aujourd'hui, on va pas parler de back-end, donc ça va être bien. Je suis aussi spécialisé dans tout ce qui est JavaScript et TypeScript, hein. On va pas parler JavaScript et TypeScript, donc ça va être encore mieux, vraiment. J'ai choisi vraiment mes trucs préférés. Il y a mes liens, si jamais j'ai aussi mis, vu qu'en fait j'avais que 2 liens, j'ai mis aussi mon SoundCloud au cas où, mais je pense que c'est pas trop le truc. Mais voilà, donc du coup, moi je me réduis effectivement à ces titres, et de toute façon, on n'est pas là pour ça. Quand vous avez lu le titre de ce talk, j'ai réfléchi un petit peu à ce que ça pouvait donner dans le cerveau des gens, et du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous vous attendez finalement comme talk. Ouais, je suis désolé, hein, il apparaît comme ça. Donc du coup, en fait, finalement, pourquoi est-ce que vous êtes là? Je me pose vraiment la question, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils vont voir du beau code? Non? Ok, vous pensez que je code comme une merde, c'est ça? Ok, sympa. Voir des belles images? Ok, ça c'est pas mal. Voir les autres sujets, peut-être que vous en avez rien à faire. Voilà, ah là, là on y est effectivement. Et du coup, forcément, Non, manger de la pizza, attendez, j'ai copie comique qui va me tomber dessus après si je commence à prendre ça. Donc oui, effectivement, on est plutôt là pour voir des images, mais ça va être bien. En plus, j'ai pas mes notes vu que j'ai cloné l'écran, ça va être incroyable. J'ai pas de notes de toute façon. Donc du coup, la première chose avant de faire de l'art algorithmique, c'est de comprendre finalement qu'est-ce que l'art algorithmique, et d'une manière plus générale, il faut commencer par une question un peu plus globale, qui est qu'est-ce que l'art génératif? Je vous pose la question, qu'est-ce que l'art génératif? Procédural, c'est pas mal, mais génératif, ça va être un peu plus dense finalement. Personne n'a utilisé des IA récemment pour faire des images. C'est quoi la dernière mode? C'est les images Ghibli, là? Ah ouais, voilà. Voilà, les images Ghibli en soi, c'est un peu de l'art génératif. En général, quand on parle d'art génératif, on pense directement à ce genre de truc, avec vraiment des trucs incroyables générés par IA et tout. Et en fait, finalement, oui, c'est de l'art génératif, mais l'art génératif, c'est un petit peu plus que ça finalement. Donc pour comprendre, je suis parti d'une patatoïde, on peut appeler ça comme ça, et j'ai regroupé un petit peu tous les domaines que l'art génératif pouvait travailler un petit peu, dans lequel j'ai mis assez basiquement l'art algorithmique, puisque de toute façon on ne sait pas ce que c'est, donc je l'ai mis là, c'est sympa. Donc ce truc-là, c'est notre patate de l'art génératif, et oui, on peut générer de la musique, on peut générer des images, comme on l'a dit, on peut aussi générer des livres, allez voir sur Amazon un petit peu. Il y a une petite pléthore. Mais du coup, si on s'y réfère peut-être à une définition un peu plus littéraire, ce qui est vraiment intéressant, donc j'ai pris la définition de Wikipédia, parce que vraiment j'avais la flemme, il y a vraiment ce côté finalement qui ressort, le système non humain et pouvant déterminer seul les caractéristiques d'une œuvre. Ça, c'est vraiment ce qui fait qu'une œuvre fait partie de l'art génératif ou pas. Si on prend un petit peu des exemples, puisque de toute façon, là déjà, il y a trop de lectures, il y a trop de mots, donc on va mettre des images. Il y a ce type de choses qui a été fait par Michael Hansmeyer, qui est un architecte qui a commencé dans les années 2005 de mémoire. Donc du coup, il a réalisé justement ce type de colonne avec toute une génération de la structure, de l'apparence, etc. Et il a continué un petit peu dans cette même veine en créant, par exemple, des espèces de murs de salle un peu étranges. Je crois qu'on est sur du 4 mètres de hauteur. Ça a de la gueule de fou. Et on retrouve vraiment finalement un côté très à la fois organique mais artificiel. Enfin, il y a une espèce de mélange d'un petit peu tout. Donc là, on est sur finalement de l'art génératif au sein de l'architecture, ce qui est probablement le pire domaine possible. Et on est en 2010 et 2017, donc bien avant les IA. Pensez-y, attention, les IA n'ont pas tout créé. Dans une veine un peu différente, là on remonte encore plus loin finalement, 1923, je peux vous dire que là l'IA, il n'y avait rien. Donc, un petit Kandinsky, parce qu'il faut le citer histoire d'avoir un peu la classe, on va retrouver vraiment une construction très abstraite, mais où on pourrait justement définir un peu un espèce de chaos, etc., qui va justement rapporter cette œuvre-là finalement à une des premières œuvres de l'art génératif. C'est moi qui le dis, c'est pas forcément Wikipédia, attention.
Un peu dans des veines différentes, Vera Molnar, avec ses meules en hommage à Claude Monet, -A, c'est pas une faute. Vera Molnar, qui en fait fait partie justement des pionnières de l'art génératif et de l'art algorithmique de manière générale, et qui a apporté cette magnifique œuvre. Je sais que vous n'aimez pas l'art abstrait de toute façon. Mais en tout cas, Vera Molnar, c'est vraiment elle qui justement a apporté potentiellement des œuvres avec des machines contrôlées qui vont tracer des choses en fonction d'algorithmes, etc. Bref, je spoil pour la suite, mais ça, pour le moment, on s'en fout. Un peu dans une autre veine, ah ouais, là, je suis désolé, on va partir... Non, mais là, c'est un peu trop, quand même. Non, mais... Alors, je clique au pif. On va partir sur ça. Donc par exemple, Aeon, c'est justement une production qui a été faite d'un studio de programmation et de musique avec Jean-Michel Jarre, et qui a justement à la fois cette côté génération d'images et aussi génération de la musique. Donc là, effectivement, c'est dégueulasse, mais normalement, il y a des moments où ça ressemble plus à du Jean-Michel Jarre. Vous aimez l'ambiance ou pas? Bon, chacun son truc. Mais en tout cas, on retrouve vraiment finalement l'aspect à la fois génération d'images en temps réel et de musique, puisque ce truc-là, c'est une application, elle tourne et elle génère des trucs ad vitam aeternam. Et du coup, on retrouve vraiment finalement un des premiers travaux au sein de la musique avec cette application-là. Là, on est en 2020 pour le coup. Ah, j'ai réussi à passer à la suivante. Dans une autre mesure, toujours au niveau de la musique, pour ceux qui connaissent un petit peu le post-rock, ah, c'est bien, je tombe sur les pubs. C'est incroyable. On va retrouver typiquement, donc c'est 65 Days of Static, un groupe de post-rock britannique, qui a participé notamment pour ceux qui font un peu de jeux vidéo à la BO de No Man's Sky. C'est notamment eux qui l'avaient fait avec des éléments génératifs. J'ai eu peur. Et du coup, ils ont une chaîne YouTube, pareil, où justement, ils ont programmé un petit peu des espèces de systèmes de génération de musique. La chaîne, du coup, tourne en permanence et va produire de la musique en permanence. Du coup, on retrouve encore une fois ces aspects génération. Donc là, on est vraiment finalement dans l'aspect génération, mais nous, on veut descendre un petit peu vraiment à la partie algorithmique, et finalement, la différence, c'est que là où la génération, ça peut être tout et n'importe quoi, l'art algorithmique, ça se restreint finalement à produire des œuvres par des calculs ou des algorithmes par extension. C'est vraiment spécifiquement cette chose, et c'est ce qui fait que finalement, l'intelligence artificielle ne fait pas de l'art algorithmique parce qu'elle ne produit pas des images qui sont délimitées finalement par un algorithme précis. C'est beau quand même dit comme ça. Je regarde en même temps l'heure, c'est bon. Donc du coup, si on reprend notre patatoïde de tout à l'heure, finalement, on avait ça, et en fait, l'art algorithmique, finalement, on peut produire tout et n'importe quoi, on peut produire un petit peu tous les domaines, donc en fait, c'est plutôt des sous-parties, finalement, de chaque domaine. C'est comme ça, en fait, qu'il faut voir l'art algorithmique, c'est vraiment, on peut s'amuser à produire un peu tout ce qu'on a envie en décrivant, du coup, notre algorithme. Une des premières œuvres, c'est une œuvre de Manfred Mohr, on est en 1969, donc voilà, c'est pas très beau, hein. Mais bon, on retrouve vraiment quand même cet aspect justement très symétrique. On voit que justement il y a un travail sur un aléatoire et justement comme si on avait un tracé qui se dessinait bien précis, propre, etc. Bref, une machine qui est codée à peu près pas correctement. Dans un autre style, on va retrouver Shutter. Donc là, j'ai pas trouvé la date exacte, malheureusement, on est vraiment sur des œuvres de niche. C'est-à-dire que là, l'aspect algorithmique, on va le retrouver avec, on a une ligne de cube, et en fait, au fur et à mesure qu'on descend au niveau de l'œuvre, on va avoir justement des translations et des rotations qui vont être opérées sur les cubes, qui vont justement produire à la fin un chaos total. Opération simple, résultat garanti, vous avez vos places dans les musées, pensez-y. Dans une autre type d'art algorithmique, oui, c'est un algorithme qui a produit ça. On arrive presque à retrouver des formes, des choses comme ça, c'est ce qui donne le côté un peu jardin et tout. Donc comme quoi, on n'a pas forcément que des œuvres totalement abstraites, mais parfois c'est un peu moins abstrait. Grosse guillemets. Vu qu'on a parlé beaucoup de 2D, on peut aussi retrouver ça dans la 3D. Donc du coup, on peut produire tout simplement des images en définissant un pattern, c'est-à-dire une boule qu'on lâche sur du sable qui va justement provoquer des déplacements d'air et de grains, et qui va produire cette image. Voilà, tout simplement. Et dans une partie un peu plus cool, on va retrouver donc 2020, le confinement, tout ça, vous vous souvenez. Donc, il y a une partie justement de la scène de l'art algorithmique où en fait, c'est littéralement des gens qui codent de la musique en live. Je déconne pas, hein, c'est la vidéo. Vous voyez, il y a du Python derrière. Hein. Je déteste Python, mais bon. Donc, en fait, on peut vraiment retrouver beaucoup d'usages de l'art algorithmique, notamment dans les boîtes de nuit berlinoises, pensez-y.
Mais en tout cas, ça marche assez bien. Et puis, quand même, c'est cool. À mon avis, vous allez en boîte de nuit, vous voyez ça, vous dites qu'est-ce qui se passe là? Ils sont bourrés ou quoi? Enfin, donc voilà, donc c'est un petit peu le genre de choses qu'on retrouve. Et aussi, il y a aussi possibilité d'avoir ce genre de choses. Donc, je me cite un petit peu quand même. J'ai jamais eu ma place dans un musée, donc bon, il faut bien quand même un jour. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que moi justement, je m'étais amusé à produire. Donc on retrouve vraiment quelque chose de simple, mais qui marche un peu. Peut-être on en parlera un petit peu après. Mais... T'achètes 100 €. Qui dit mieux? Bon, ça sera pas ma nouvelle carrière. Donc voilà, donc on a vu finalement un petit peu qu'est-ce que l'art algorithmique. Donc on va quand même essayer d'en faire un petit peu, histoire quand même que ça ait un peu de classe, qu'on puisse se dire, c'est bon, là, l'autre avec son talk, on a réussi à faire quelque chose. Puisque bon, vous avez appris le réseautage, vous avez appris l'IA et tout, moi, vous apprendrez rien. Donc du coup, on va prendre les bases. Vous aimez bien les bases, hein. Mais avant toute chose, bien évidemment, vu que je passe mon temps à parler, petite pause. C'est une de mes vidéos préférées, sans déconner. Donc voilà, donc du coup, pour comprendre un petit peu les bases, donc on va parler plutôt bases de l'image en l'occurrence, vraiment. Les bases de l'image, on va partir d'une image extrêmement simple. On va partir de cette image, d'une chose bien évidemment que personne ne connaît. C'est bon? Là, il y a les trois du fond à la limite là, qui sont en mode « Non, mais t'inquiète, c'est un Pokémon ». Ouais, c'est bon, j'ai compris. Donc du coup, si on prend cette image et qu'on zoome en fait sur cette image, ben, en fait, on va voir justement ces carrés qui en fait vont apparaître. Et en fait, ces carrés, c'est... Ouais, les trois du fond qui suivent. Hein. Les meilleurs de la classe, parfait. Donc du coup, effectivement, cette image, en fait, elle est composée de pixels. Et du coup, si par exemple, on prend plusieurs pixels d'affilée, ça fait... Ouais, mais il y a une forme, il y a une ligne, merci, ouais, c'est bon. Les bases, ça avance, hein. À bientôt à cette allure-là, on va produire des trucs. Donc maintenant, on va continuer un petit peu plus loin, et on va prendre finalement cette ligne, et on va faire une rotation. Est-ce que vous voyez les problèmes qui sont en train d'arriver avec ce truc-là, finalement? Pour ceux qui, effectivement, ont un peu du mal à voir ça, bah, en fait, on va poser le cas sur un quadrillage. Et en fait, le problématique qui est en train de se poser, c'est qu'on a cette ligne que nous, on construit dans un espace continu, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas justement de séparation, enfin, qui vraiment, c'est un seul trait, c'est une suite de points bien propres. Et si on essaye de transformer cette ligne dans un espace discret, donc sur un quadrillage, on va obtenir une mocheté un peu comme ça. Là, je peux vous dire, il y a quelqu'un qui me trace une ligne comme ça dans la vraie vie, je pète un câble. Hein. Donc du coup, pour résoudre un petit peu ce problème, en fait, c'est un problème qui est connu depuis très longtemps au sein de l'informatique, et il y a des chercheurs et chercheuses qui ont bossé sur ces problèmes-là. Je déconne pas, il y a des gens qui ont réfléchi pendant des années à comment faire des lignes. Si bien qu'en 62, il y a eu un algorithme de Bresenheim qui permettait justement déjà d'avoir une première approximation de comment est-ce qu'on trace une ligne, et on voit que de toute façon, c'est plutôt dépendant en général de la quantité de pixels qui est au sein du... Enfin, la partie de la ligne qui est au sein du carreau, et que du coup, enfin, ça définit à peu près un truc comme ça. Donc c'était 62, hein, quand même, déjà à l'époque, ils arrivaient à faire des choses. Mais, c'est-à-dire qu'il aura fallu 30 ans pour avoir une vraie amélioration avec l'algorithme de Shelwin-Hu. 30 ans, des algorithmes de ligne. Est-ce que vous voyez le domaine de Barjot? Donc, il y a aussi un truc qui est bien en fait avec cet algorithme-là, c'est qu'en fait, c'est l'utilisation justement de la couleur des pixels, ça va diminuer ce qui s'appelle le crénelage. Donc, c'est-à-dire, le crénelage, c'est vraiment cet aspect escalier. Là, on va l'avoir beaucoup moins. Si en fait, on prend justement, on met côte à côte les deux algorithmes, ben, en fait, de loin, c'est flagrant que c'est quand même vachement bien. Et que si on avait ça sur nos ordinateurs aujourd'hui, on serait en train de pleurer un petit peu. Donc là, vous avez déjà un petit peu une idée des emmerdes qu'on peut avoir justement au sein de l'imagerie en informatique. Deuxièmement, vous aimez les mathématiques? Un petit peu. Donc ça, c'est un repère. Ouais, t'as bien suivi les cours de maths. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a appris à l'école, au collège, au lycée, etc. Sauf que nous, finalement, on est en informatique, et en informatique, bah, c'est beaucoup plus con que ça. Effectivement, on a un axe X qui va à peu près dans le bon sens, mais alors l'axe Y, voilà, il descend, et le point 0,0, il est en haut à gauche. Ça va à peu près?
En fait, ce qui se passe exactement, pourquoi est-ce qu'on a justement cette norme au sein de l'informatique? En fait, ça vient de tout simplement les tubes cathodiques. Ouais, c'est bon, il n'y a personne qui a moins de 30 ans ici. Je suis désolé s'il y a des 20 ans. Mais on avait vraiment ce faisceau, en fait, on avait un faisceau d'électrons qui en fait était diffusé depuis le haut gauche de l'écran et qui en fait faisait justement cette diffusion ligne par ligne. Et en fait, on a gardé ça parce que, un, ça marchait plutôt bien, et deux, c'est quand même plus facile d'utiliser que des nombres positifs à partir de 0 que de commencer à travailler avec des négatifs dans tous les sens et que ça n'ait aucun sens au niveau des écrans. Bref, faites attention à ça si jamais vous faites de l'image un jour. Ça va vous servir. Troisièmement, ça va les bases pour le moment. Bon, eh ben, allez. Maintenant, on va voir les couleurs. Alors, note, je suis daltonien, donc pour moi, c'est encore plus compliqué, mais est-ce que quelqu'un connaît cette couleur? Violet, effectivement, mais est-ce que c'est un violet spécifique? Lavande, non, je veux pas un nom. Enfin, ça, si on veut. Attendez, je vais vous aider, regardez. Ah, ça marche à tous les coups. Et effectivement, c'est le violet typique de Milka. À ce qui paraît, il est plus ou moins copyrighté. C'est plus faux que vrai, mais ça dépend. Enfin, il y a des usages légaux un peu fous. Bref, le code couleur, finalement, de cette couleur, c'est 7061A4. Là où, finalement, on a l'impression que ce code, c'est un peu de la magie noire, et qu'il y a certains esthètes qui savent manipuler ce genre de choses juste comme ça, bah, en fait, c'est extrêmement bête. C'est que les deux premiers chiffres, ça va être votre canal rouge, donc en l'occurrence en hexadécimal, donc en base 16. Pareil, le 61, ça va être votre canal vert, et le A4, ça va être votre canal bleu. Et en fait, ça va être la somme justement de ces trois couleurs qui va vous permettre d'obtenir ce magnifique violet que je ne vois pas malheureusement. Donc, ouais, j'ai encore choisi la meilleure des couleurs. En fait, ce modèle-là, c'est un modèle qui s'appelle le modèle RGB. Bon, je rajoute le A pour après. Donc, c'est-à-dire on a vraiment nos trois canaux de couleurs qui vont de 0 à 255 et qui définissent vraiment l'intensité de chaque canal. Et en l'occurrence, dans le RGBA, on a aussi un canal alpha qui permet de définir l'opacité. C'est-à-dire, est-ce que quelque chose est plus ou moins transparent? Là, maintenant, tous ceux qui font du front-end au niveau et qui utilisent des couleurs, par pitié, vous devez savoir ça. Très important. Ce n'est pas le seul modèle qui existe, parce que nous, c'est un modèle qu'on utilise au sein de l'informatique. Il y a d'autres modèles qui existent, comme par exemple le HSL ou le HSV et le CMYB. Est-ce que quelqu'un les connaît? C'est à peu près dans quel on les utilise? Ah. Droite impression, exactement. Et ben en fait, à gauche, c'est plutôt le graphisme. Parce que c'est plus simple, justement, de trouver des couleurs en utilisant ce modèle-là. C'est tout simplement, en fait, plutôt quelque chose de psychologique. Et effectivement, le CMYB, c'est vraiment un modèle d'impression, étant donné qu'on est sur une synthèse additive et que c'est beaucoup plus simple, justement, au niveau des encres pour obtenir ce résultat en utilisant ce modèle-là. Ouais, c'est la classe de parler d'impression. Bref, maintenant que nous avons vu un petit peu les bases, j'ai aucune idée si j'ai bien préparé tout comme il faut, on va repartir sur cette image et en fait, je vous l'ai montré parce qu'en fait, c'est un peu notre objectif des 8 minutes qui restent. Putain, j'ai déconné moi. Donc, de toute façon, pour commencer, on va partir, voilà, un petit mode sombre, puisque sinon, moi, je vais plus avoir Dieu. Donc, pour obtenir cette image, la première chose qu'on va faire, attention, roulement de tambour, c'est on va placer un point. Pas mal. C'est français. Et du coup, à partir de ce point, justement, on va placer un nombre de points aléatoires tout autour. Pour le moment, ça va. Et ce qu'on va faire, à partir justement de ces points, en fait, on va les écarter au fur et à mesure du centre. Pour ceux qui se souviennent des cours de mathématiques, les coordonnées polaires, ça marche hyper bien pour ça. Et on va aussi faire une rotation de ces points au fur et à mesure. Ça va à peu près? Allez, c'est le moment de rigoler. Donc, j'ai un super projet que j'ai écrit en Go, parce qu'à l'époque, je voulais faire du Go pour apprendre un petit peu, c'était une bêtise. Et ce projet-là, moi, c'est un truc qui m'amuse de temps en temps, et du coup, on est vraiment sur quelque chose de bas niveau, dans le sens que je me suis amusé à recoder, du coup, tous les algorithmes, etc., qu'on a vu, les Bresenheim, les Shaolin Fu et compagnie, en partant vraiment de la lib Go qui dessine pixel par pixel, pour vous donner un ordre d'idée de la dinguerie. Enfin, de la folie plutôt. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va justement on va tester un petit peu. Donc autre chose intéressante, j'ai testé avec une seed au hasard. Est-ce que quelqu'un veut me donner un numéro de seed, puisque j'ai un super moteur de pseudo aléatoire codé avec ça. Quelqu'un un numéro? 666. Hop, le nombre de la bête.
Donc du coup, regardez, roulement de tambour, c'est de la magie. Vous avez vu? C'est magnifique. Ben voilà, ça c'est notre base de travail. On va réussir à obtenir l'image qu'on a vue avant avec ça. Ouais, prétentieux, je sais. Donc voilà, ça c'est notre première étape. Donc on a effectivement ce mouvement qui se produit au fur et à mesure, etc. La deuxième étape, toujours en partant du centre, ben en fait on a notre premier point, on va dessiner un deuxième point, un peu plus loin. Et on va faire une rotation de ce point, et attention, roulement de tambour, on va dessiner des lignes entre ces points. Classe, hein? Donc du coup, si on reprend notre code, j'ai pensé à tout commenter, puisque, quand même, je n'allais pas m'y retrouver. Donc voilà, on va obtenir cette fois-ci, donc toujours en partant de la même image. Et là, c'est le moment où OpenGL plante en général. Ça y est, le code, il est cassé. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de code en live, hein. Je le dis à chaque fois. Voilà. Et là, vous voyez, on retrouve vraiment nos points qui tournent avec ces lignes au fur et à mesure qui descendent. Alors, vu qu'en fait, c'est assez hachuré et que ça se déplace beaucoup, on a vraiment ce mouvement qui tourne avec ces lignes qui se produisent au fur et à mesure. Ça, c'est l'étape 2. Maintenant, il nous reste 3 autres étapes. La troisième étape, ça va être... J'en ai aucune idée de qu'est-ce que c'est la troisième étape. Ah oui. Donc actuellement, nos images, elles sont produites de cette façon-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dessine le fond, puis ensuite on dessine nos pixels, puis on redessine le fond, on redessine nos pixels, et ainsi de suite. Ce qui est complètement con en soi, puisque si par exemple vous avez un peintre qui du coup prend une toile, dessine 2 coups de pinceau, balance la toile, reprend une toile, redessine dessus, c'est un mauvais peintre, et vous n'obtiendrez pas une belle peinture à la fin, excepté juste une toile vide. Donc du coup, pour corriger le problème, en fait, on va éliminer toutes ces étapes de nettoyage, de façon à accumuler au fur et à mesure les pixels sur la même toile. Pour ce faire, alors, je crois que ça, il faut que je le commente. Hop. Et, ouais, en fait, le nettoyage, c'est moi qui l'ai codé aussi, mais voilà, on dira rien. Et roulement de tambour. Vous avez vu, c'est pas mal, hein. Bon, c'est quand même vachement moche, faut pas déconner non plus, hein. Ça, si vous me dites que ça, c'est bien, clairement, je vais aller faire ma présentation ailleurs. Donc, du coup, alors... Tiens, j'ai encore dit un du coup, faut que j'arrête, hein. Que je me souvienne. Ah ouais, attendez, puisque je me suis gouré de lignes aussi. C'est pour ça, je vous ai dit, vous n'allez pas avoir du beau code aujourd'hui. Mon code, il est dégueulasse, hein. Voilà, là, c'est peut-être un petit peu mieux. Ouais, voilà. Voilà, c'est quand même un peu plus classe, puisque au lieu en fait, de faire un trait brut, en fait, il y a plusieurs traits bruts. Et du coup, il y a un peu ce côté un petit peu vague. Ouais, poilu. C'est pas le mot que j'aurais donné, mais bon, on va le prendre, hein. Donc voilà, ça c'était notre troisième étape. La quatrième, c'est qu'on va partir du coup de ce magnifique bloc rouge, 25% d'opacité. Donc ça se voit extrêmement mal parce que du coup, j'ai encore bien choisi mes couleurs. Mais en fait, si on additionne 2 fois ce bloc, donc 2 fois rouge 25%, on obtient un rouge... vous êtes balèze, hein. Mais en plus de ça, en fait, nous, ce qui nous intéresse surtout avec cette addition, c'est qu'en fait, on peut justement se servir de cette opacité pour déplacer nos différents blocs au fur et à mesure et obtenir finalement une espèce d'illustration un peu aléatoire, mais qui va fonctionner à travers justement cette accumulation de couleurs et ces différentes translations. Et en fait, c'est exactement ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de dessiner à chaque fois des traits de rouge brut, on va dessiner des traits rouges légers, mais on va en dessiner plein un peu partout. Et c'est ce qui va faire justement cette différence. Donc pour rappel, on était sur un truc qui avait cette tête-là. J'espère que c'est... Voilà. Non, mais en plus, je crois que j'ai viré le mauvais. Attendez. Je me suis gouré. Donc voilà, c'est le moment où j'ai fait un bel effet démo. Voilà, normalement, on aurait dû obtenir ça avant. Ouais, vous avez vu que là, c'est bien dégueulasse, hein. Donc c'est pour ça. En fait, justement, la différence entre cette partie-là, c'est que là, on est sur un rouge brut. Et si jamais on remplace par un rouge un peu transparent, non mais OpenGL, c'est vraiment pas bien, hein. Voilà. Et là, effectivement, on obtient du coup vraiment ce côté apaisé. C'est pour ça que ça me surprenait tout à l'heure qu'on ait déjà quelque chose d'à peu près correct. Bref, c'est des choses qui arrivent, c'est les aléas du direct, hein. Donc voilà, quatrième étape. Il nous reste une seule étape. C'est que maintenant, au lieu de partir finalement de cette espèce de rouge extrêmement moche,
ben, en fait, on va justement calculer notre couleur en fonction de l'itération sur laquelle on est actuellement. Donc ça veut dire que par exemple au début on va être sur du rouge, mais un peu plus tard on va arriver sur un espèce de jaune pisse, ouais, je pense que ouais. Et à la fin on va arriver vraiment sur quelque chose de violet. Donc si on applique cette chose à notre magnifique œuvre, j'attends toujours le pognon si jamais, quand ça sera sorti, hop, voilà, la seule différence entre ces deux lignes c'est qu'à la fin, ben, en fait c'est une couleur que je calcule. Roulement de tambour. Vous avez vu, hein, c'est la classe. Hein. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est, et juste histoire de flex, j'ai mis des paramètres. Voilà, donc si par exemple je me dis, tiens, dis donc, j'aimerais bien que par exemple les blocs ils soient un peu plus rapprochés. Je crois que c'est ce paramètre-là. Et voilà. Et là, tout d'un coup, c'est rigolo. En plus, c'est que vu que les pixels s'accumulent énormément, ben, en fait, on arrive à une saturation, donc à un blanc. Voilà. Vous avez vu, c'est cool hein, ce qu'on peut faire avec quelques lignes de code. Hein. Pensez-y. Du coup, histoire d'ajouter encore un du coup au compteur, si jamais vous voulez faire un petit peu ça, au lieu de vous battre avec un peu les idées saugrenues que j'ai de partir du dessin de pixels, en fait vous avez des outils qui sont un peu plus simples à prendre en main, donc, notamment le plus connu c'est Processing, qui est un outil basé sur du Java. Donc oui, le Java c'est moche, mais ils ont fait un effort sur la syntaxe, ils l'ont corrigé un petit peu. Je suis désolé aux devs Java. Hein. Mais clairement, c'est très bien, c'est vraiment c'est très accessible, il y a pas mal de tutoriaux, de choses comme ça qui existent, et du coup, c'est une bonne initiation si déjà vous voulez commencer un petit peu à faire un peu joujou avec des pixels, des choses comme ça. Pour les personnes qui aiment un peu plus le son, il y a ce qu'on avait vu dans la vidéo de tout à l'heure, avec du Python, qui est SonicPy. Non, j'ai cliqué sur là. Donc, SonicPy, je vous le recommande pas. Oui, je suis désolé. Bah ouais, clairement, si vous ne connaissez rien à la musique, du point de vue, bon, en théorie, on s'en fout encore un peu, mais du point de vue physique, du point de vue informatique, si par exemple, je vous dis enveloppe ADSR, que je vous dis reverb, delay, etc., que vous comprenez rien à ce que je dis, essayez même pas, ça sert à rien, vous allez vous péter les dents. Donc, clairement, je recommande à ceux qui font déjà quand même un minimum de MAO, qui ont un peu de théorie, de choses comme ça, pour vraiment vous amuser. Parce que sinon, vraiment, vous allez faire un bip, et c'est bon, vous mettrez 10 heures à faire un bip. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à présenter. Si jamais vous avez des feedbacks à faire, et vous avez des feedbacks à faire, j'en suis sûr et certain. OK. Vous allez faire des feedbacks. Vous utilisez ce magnifique QR code, histoire de pouvoir faire un maximum de feedback, dire c'était vraiment nul à chier, surtout le type à la fin, là, l'espèce de cinglé. Bon, il n'y a pas de problème, je prends tout. Et voilà, et si jamais vous avez des questions, c'est le moment d'en profiter. Sinon, il y a peut-être des pizzas, mais c'est pas une petite question quand même. Hein.